Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde spéciale culture intitulée La mobilité internationale, la circulation, les enjeux de la mobilité internationale, la circulation des regards. Alors pour commencer, la question que l'on se pose vraiment, c'est la mobilité artistique et culturelle. C'est le voyage temporaire et transnational des artistes et des opérateurs culturels. Elle est partie intégrante du travail régulier des artistes et contribue à élargir le cercle des partenaires de ces artistes-là à l'étranger. Elle répond à différents objectifs, faire vivre les arts, bien entendu, sur d'autres territoires, organiser la confrontation entre œuvres et publics diversifiés, qu'elles soient artistiques ou littéraires, bien entendu, faire de cette confrontation un enrichissement pour les équipes artistiques, stimuler leur mise en réseau, apporter le regard différent de l'artiste et de l'opérateur culturel vers le pays qui l'accueille. Donc ça, c'est très important, même si c'est un accueil de courte durée. Et par conséquent, faire également bénéficier ce pays d'accueil du bagage culturel que cet artiste apporte avec lui. Elle est donc considérée aujourd'hui comme une chaîne de bénéfices pour les artistes qui se déplacent, mais aussi pour le milieu qui accueille ces artistes. Elle rend le dialogue possible, on va le voir tout à l'heure. Elle est aussi facteur de paix. Donc, les programmes qui sont dédiés à soutenir et à encourager la mobilité internationale sont de puissants leviers professionnels pour les artistes. Et plus encore, ils constituent aussi des vecteurs d'un déplacement, des représentations, des subjectivités, d'une circulation des images, du vécu, des écrits. Et grâce à la mobilité, bien entendu, ce sont des échanges différents qui peuvent être entretenus dans l'espace euro-méditerranéen. Et donc, ils ouvrent de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, chacun de nos intervenants vient d'un pays différent. Ils vont partager avec nous leur expérience et leur expertise sur la mobilité des acteurs culturels. Je vais faire un premier rapide tour de table pour vous les présenter. On va commencer avec les femmes, bien entendu. Alors, Nora Bouzida, vous êtes éditrice, vous êtes fondatrice et directrice des éditions Samar en Algérie. Vous menez en parallèle une carrière en conseil, communication et traduction. Vous dites que vous avez vocation à publier la pensée algérienne pour la faire connaître à travers ses intellectuels passés et contemporains. Nous allons discuter avec vous de votre participation depuis janvier 2020 au projet du Livre des Deux Rives, qui est un espace d'échange créé par le premier acte fondateur des 5+5, qui regroupe, comme vous le savez bien entendu, 10 pays des deux rives de la Méditerranée à l'initiative du ministère des Affaires étrangères français. Karim Ben Smaïl, vous venez de Tunisie, éditeur généraliste, donc beaux livres, essais, histoire, patrimoine, un peu de tout. Vous publiez à la fois en français et en arabe et jouissez d'une importante expérience en termes de collaboration éditoriale internationale, donc coédition, coproduction, collaboration avec l'OIF, avec l'Institut français. Vous avez une grande expérience en mobilité des idées, tant pour les pays nord vers le sud, sud vers le nord, mais aussi pour la mobilité des idées entre les pays du sud. C'est ça. Amir, vous êtes égyptien, artiste-chercheur sur les arts numériques. Vous étiez assistant pédagogique dans le département des beaux-arts de l'Université d'Alexandrie jusqu'en 2016. Et puis, en 2017, vous bénéficiez d'une bourse de l'Institut français d'Alexandrie et vous êtes aujourd'hui en France en tant qu'artiste et étudiant. Petra Serhal, je vais juste préciser quelque chose. Petra va s'exprimer en anglais pour les personnes qui voudraient utiliser un casque. Donc Petra, vous venez du Liban, vous travaillez dans l'art vivant et la chorégraphie. Votre travail s'inspire de vos recherches sur l'aspect expérimental de la performance et le rôle du public. Votre travail traite souvent du langage et du son en relation avec le mouvement et l'espace et le corps. Et vous bénéficiez aujourd'hui du programme NAFAS, et cela fait déjà 1 mois que vous êtes ici à Marseille. Bon, donc bonjour encore une fois. On va passer directement aux questions. Donc, au cœur de la mobilité internationale, nous avons bien entendu les résidences d'artistes.
Et ça, c'est quelque chose de très important. Elles mettent la rencontre, le dialogue et la recherche au cœur de leur fonctionnement, en fait, ces résidences d'artistes. Petra, vous qui êtes l'une des artistes bénéficiaires du programme NAFAS, pour ceux qui ne le savent pas, le programme NAFAS, en français Souffle, est un programme qui a été un programme d'urgence qui est venu en soutien aux artistes libanais. Il y a plus de 100 artistes au Liban qui ont bénéficié de ce programme au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth. Ces artistes qui déjà traversaient une période très très difficile avec la crise économique et puis l'explosion de Beyrouth qui a vraiment du port de Beyrouth qui a vraiment impacté leur travail parce que la zone qui a été la plus touchée est la zone où il y a le plus grand nombre d'artistes qui travaillent ou habitent. Donc la France a lancé ce programme NAFAS et qui a donc pour objectif d'accompagner ces artistes autour du développement d'un projet de recherche, de création et dans tous les secteurs de la création contemporaine. Donc Petra, pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez actuellement et dans quelle mesure ce programme de mobilité impacte vos recherches aujourd'hui? Ça prend quelques secondes de décalage. Hello everyone. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette présentation et toutes et tous ici présents. Je voulais faire une petite introduction en commençant par vous parler de mon intérêt pour les origines. C'est ce qui m'a poussé à faire des performances, à travailler avec les gens et collaborer. Voilà ce qui a suscité mon intérêt. Je crée des projets où je place le public en tant que collaborateur. Ils font partie du processus de création avec moi, du processus d'élaboration. C'est une partie extrêmement importante de ma façon de travailler. C'est comme cela que j'aime découvrir de nouvelles personnes et rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Alors, je suis arrivé à Marseille pour commencer mon nouveau projet avec les rencontres à l'échelle à Marseille. Ce projet s'intitule Eau de toilette et il traite de l'odorat, des odeurs et en relation avec mon corps et les situations que j'ai vécues au Liban ces dernières années. Pour moi, il était donc très important de venir à Marseille et dans d'autres villes où les parfums et les savons sont manufacturés. Donc d'être présent ici, c'est important pour moi d'être ici et c'est également important, comme tout autre artiste résident, de m'éloigner de mon lieu d'origine, avoir cette distance pour pouvoir réfléchir à ce que j'ai vécu, mais également pour prendre le temps de faire de la recherche, de créer, de réfléchir. Et c'est dans ces moments où on peut réfléchir à comment une œuvre d'art peut avoir un effet politique. Et donc pour moi, ce projet qui se base sur l'odorat, les odeurs, et cherche à en faire un acte politique. Ces dernières années, en fait, pour moi, on étouffait, on ne respirait plus. C'est une des conséquences du Covid. Les États ont essayé d'étouffer les personnes. Les officiers de police ont assassiné des personnes en les étouffant. Au Liban, et vous voyez, je suis moi-même essoufflé en vous parlant. Au Liban, on a empêché les personnes de parler, de s'exprimer. C'est une des conséquences de la corruption. Certaines personnes voulaient dénoncer la corruption et on les a assassinés. Il y a eu donc tous ces exemples de bâillons, d'étouffement qui, en fait, nous a motivés à continuer à parler. Et donc cette œuvre cherche à approfondir cette idée de respirer, de sentir, et ce que cela implique pour notre corps.
Et c'est ce qui m'a mené à être ici aujourd'hui. C'est grâce à ce programme que vous avez pu développer cette recherche. Si vous étiez resté au Liban, à titre d'exemple, est-ce que vous auriez pu avancer dans les recherches autour de l'importance en fait du parfum, du corps, des émotions? Bien sûr, le fait d'être éloigné offre cette distance qui permet de mieux comprendre une situation donnée. Et en tant qu'artiste, c'est finalement mon motus operandi. C'est comme cela que je travaille. C'est important pour moi d'être ici présente pour effectuer ce travail. Et y compris par rapport au sujet même de l'œuvre, du projet. Je dois être quelque part où le parfum a une importance pour apprendre sur cela. Mais bien sûr, je devrais retourner au Liban pour poursuivre ce projet et revenir à l'origine de ces parfums, de ces histoires. Et c'est donc cet aller-retour des histoires et des parfums qui va enrichir ce projet. Donc voilà, moi-même, je vais devoir faire des allers-retours. Et voilà, le corps aussi doit bouger dans l'espace. C'est l'objectif de mon art. C'est au cœur de mon œuvre de me déplacer, de découvrir des endroits et comprendre comment mon corps réagit à ces lieux que je visite. Ça fait partie de mon travail. À votre avis, Amir, puisque vous aussi, vous avez bénéficié d'une bourse de l'Institut français d'Égypte pour venir étudier à l'école des Beaux-Arts d'Aix en Provence, vous avez fini par vous installer depuis de nombreuses années en France. Donc au-delà du temps alloué par cette bourse, combien cette bourse et cette installation en France a-t-elle influé sur votre travail de recherche et de création? Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, merci d'être avec vous. Et je suis très heureux, en fait, d'être ici aussi avec vous, comme des artistes, et avec vous aussi. Tout d'abord, en fait, je vais commencer depuis le début. Je suis venu en France en 2017. Et à cause en fait, j'ai eu accepté pour une bourse qui s'appelle le Farah Tartaoui. Et c'est une bourse de l'Institut français en Alexandrie. Et c'est une bourse, en fait, durée pendant 6 mois. Cette bourse, ça m'a beaucoup aidé en fait de commencer. C'était le point de départ pour moi en fait de venir en France, de m'installer en France et juste de commencer à travailler sur mes recherches, mes projets. Et l'idée c'était juste que je vienne pendant 1 an. C'était une année d'échange parce que comme il y a un partenariat entre l'école d'art d'Aix-en-Provence et l'université d'Alexandrie, donc ça m'a aidé beaucoup en fait d'avoir l'opportunité de venir en France. Mais depuis le début, en fait, je n'ai jamais parlé français ou comment en français. Et donc, j'avais pensé que je peux commencer à communiquer en anglais. Et oui, c'était possible, mais d'être, en fait, d'être capable d'apprendre qu'est-ce que je vais apprendre. Et par rapport aux nouveaux médias, parce qu'en fait, c'est la première chose pourquoi je suis ici en France, c'est pour approfondir mes connaissances dans les nouveaux médias. Et l'école d'Art d'Aix, c'était une des meilleures écoles dans le Sud, en fait, qui a vraiment bien... ils ont tous les ateliers techniques par rapport au 3D, la programmation, et ça fait partie de ma pratique et de ma recherche aussi. Et donc, c'était ça le cas. Je suis venu depuis 2017. Je commençais à travailler sur mes projets comme un artiste, en même temps comme étudiant. Et grâce, en fait, à cette bourse, j'étais capable de juste... avoir l'opportunité de créer mes projets depuis 2017. Et ces projets, en fait, ça est devenu comme mes bébés, en fait. J'ai commencé à créer des projets. Et ces projets, elle m'a permis aussi d'avoir des expos dans d'autres endroits, ailleurs de la France. Mais à travers l'école d'Art d'Aix, j'étais capable de participer à plusieurs expos et de faire ma pratique, en fait, comme un artiste. Étudier en même temps. Ce que je voulais savoir, c'est que combien vous jugez important pour un artiste de pouvoir bénéficier, vous,
à votre avis, de cette mobilité, cet accès, cette bourse? Combien est-ce que c'est important pour les artistes qui vivent en fait dans les pays, on va dire, sud de la Méditerranée, donc parce que c'est essentiellement ça, en l'absence de politiques publiques culturelles qui soutiennent en fait le secteur culturel. Est-ce que ça change tout? Est-ce que vous croyez que si vous étiez resté dans votre pays, vous auriez développé différemment votre art, votre recherche? En fait, oui et non en même temps, parce que, par exemple, moi, sur ma pratique artistique, je travaille sur 2 axes. Il y a un axe qui parle de l'absurdité de la guerre. La deuxième axe, ça parle un peu de la poésie et le mouvement narratif. Comme je construis beaucoup de machines, en fait, à travers ces machines, j'ai créé beaucoup d'histoires. Et si, par exemple, j'étais en Égypte, peut-être que je ne serais pas capable de présenter, en fait, mes projets qui parlent un peu de l'absurdité de la guerre à travers mon expérience avec les services militaires en Égypte. Mais ici, par exemple, j'étais capable, en fait, d'avoir vraiment le temps et le process de produire mes projets sur 7 scénarios, par exemple, et de aussi parler, en fait, de cette expérience. Du coup, je pense que si je rentre en Égypte, je ne peux pas présenter, par exemple, ces projets, parce que c'est un peu sensible par rapport à la situation politique en Égypte en ce moment. Mais le fait d'être ici en France, ça m'a permis aussi d'exprimer en fait mes histoires et mon expérience. Donc ça vous offre aussi la liberté. Donc au-delà en fait du soutien financier de ce déplacement que vous, artistes qui bénéficiez d'une résidence en France, c'est aussi le volet liberté intellectuelle, le fait de pouvoir créer librement. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ça en fait. Parce que par exemple, quand je suis arrivé en France, en fait, j'étais censé devenir en 2016, pas en 2017. Mais comme les services militaires en Égypte sont obligatoires, du coup, j'étais obligé en fait de passer par le service militaire. Du coup, ça m'a tardé 1 année. Et pendant cette année, j'ai vécu une expérience comme un artiste pendant le service militaire. Par exemple, j'ai eu l'habitude de dessiner les soldats où j'étais avec, d'écouter en fait plusieurs histoires sur leur expérience. Et comme en fait, eux, ils me voyaient comme un artiste. Du coup, en fait, ils s'installent devant moi pour leur faire les dessins, par exemple, avec des poses, avec des armes et tout. Du coup, ça, c'était un peu absurde pour moi et intéressant en même temps. Et tout ça, je ramenais avec moi, en fait, de l'Égypte ici. Et quand j'ai présenté ça ici, en fait, à toutes mes profs à l'école et tous les artistes que j'ai rencontrés, du coup, ça a aussi changé plein de trucs. Du coup, j'étais parti sur le sujet de l'absurdité de la guerre, mais à travers mon expérience pendant le service militaire. Du coup, le fait, en fait, que je sois en train de voyager avec mes projets d'un endroit à un autre, ça m'a beaucoup, en fait, aidé d'évoluer, en fait, le processus de ces projets, de ces recherches. Et de faire évoluer complètement le projet. Oui. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'importance pour les artistes. J'aimerais parler un peu de l'édition, en fait, parce que là aussi, il y a des échanges qui se passent entre les pays nord et les pays sud. Nora, dans le secteur de l'édition, comme je le disais tout à l'heure, vous siégez au comité de pilotage du projet Livre des deux rives. Parlez-nous un peu de ce projet qui vise à développer le travail commun entre les deux rives de la Méditerranée. Merci Lynn, bonsoir à tous. Donc ce projet initié par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe français, mais dans un cadre plus global qui est une initiative donc, de dialogue interméditerranéen qui s'appelait le dialogue entre les pays de la rive sud et de la rive nord. Donc ce projet a été porté par l'Institut français. Et aujourd'hui, en fait, il s'agit d'encourager le dialogue par le livre et les idées, bien sûr, entre les éditeurs par la coédition. Parce qu'en général, depuis les indépendances des pays du Maghreb, il y a un seul mouvement dans une seule direction, c'est la cession de droits de livres édités en France vers nos pays du Maghreb. Donc on achète les droits et on publie et on édite des livres en français ou même traduits vers l'arabe, mais de ce qui est produit en France. Dans ce cadre-là, c'est peut-être pas la toute première fois, mais en tout cas de façon aussi bien organisée, aussi voulue, aussi encouragée. Donc il y a cette idée de créer des ponts et un travail de coédition
réel entre les éditeurs français, verticalement, on va dire, entre le nord et le sud, mais aussi horizontalement entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et dans ce cadre, nous avons un collectif d'éditeurs, donc maghrébins pour le moment, et nous attendons, c'est pas que nous attendons, nous travaillons parce que nous considérons que c'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment qu'on s'engage parce qu'on y travaille, non pas seulement comme éditeur, à titre commercial, mais surtout comme représentant de la société civile. La société civile, dans quel sens? Nous sommes, moi personnellement, je suis représentante de l'Organisation nationale des éditeurs de livres algériens. J'en suis la secrétaire générale. Karim aussi est président de la Fédération tunisienne des éditeurs. Donc à ce niveau-là, nous allons porter ce projet, nous le portons et nous allons le porter même après sa fin officielle, mais il va rester comme projet à développer sur le long terme. Et donc ce collectif d'éditeurs est appelé à s'élargir et à perdurer dans le temps. Pourquoi? Tout simplement pour participer à cette mobilité des idées, parce qu'au-delà de la mobilité des personnes, il ne s'agit pas d'aller et de venir entre les deux rives ou entre les pays, parce que même entre les pays de la rive sud, il y a des difficultés à se déplacer. Il faut aussi des visas, figurez-vous, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savez pas, mais il faut que, pour moi, algérienne, pour aller en Égypte, il me faut un visa, à part peut-être la Tunisie, le Maroc et peut-être la Syrie. Je dois avoir un visa pour aller partout dans le monde arabe. Donc il ne faut pas croire que cette mobilité est difficile seulement entre les pays de la rive sud et les pays de la rive nord, les pays européens. Donc par la mobilité des idées, par ces coéditions, par l'échange des idées, mais vraiment un échange, c'est-à-dire que nous, en tant que Maghrébins, nous pouvons faire participer nos auteurs, nos penseurs, nos producteurs d'idées dans une meilleure connaissance par les Européens de ce que nous produisons comme culture, de ce que nous portons comme idée, de ce que nous portons comme aspiration aussi. Je ne vais pas utiliser le terme développement, mais à l'évolution. L'évolution de l'être humain ne peut se faire qu'à travers les idées et la confrontation avec les idées portées par les autres. Je viens d'utiliser un mot qui est la confrontation, mais il n'y a rien de plus beau que la confrontation des idées, parce qu'elle empêche les autres genres de confrontation que nous voyons aujourd'hui s'installer malheureusement. Pourquoi? Parce que en fait, la Méditerranée est un espace très très particulier. Il est fermé comme ça géographiquement, et en même temps, il porte tellement de différences, de richesse culturelle, que c'est devenu un espace que nous rêvons tous comme espace de paix, mais qui vit de temps en temps des éruptions comme les éruptions du Vésuve volcanique. Nous avons là des conflits par-ci, par-là, des incompréhensions, des rejets. Il y a des sociétés qui se referment périodiquement aux autres, qui sont juste là, qui sont leurs voisins, qui partagent tellement de choses que, franchement, moi, je parle de frères ennemis, en fait, quand il y a ce genre de conflit. Je voulais juste, dans ce cadre, vous donner une information. Il existe aujourd'hui une journée internationale du vivre ensemble en paix. Il faut savoir que cette journée existe, elle est aujourd'hui dans le programme des Nations Unies et surtout de l'UNESCO, présidée par Madame Azoulay, qui est française. Mais cette journée a été l'initiative de mon pays, l'Algérie, en 2016. Donc la journée du 16 mai de chaque année maintenant existe vraiment pour inciter les populations, surtout celles qui sont dans ce pourtour méditerranéen, à vivre ensemble, à réfléchir à tous les moyens, à faire cet effort de vivre en paix. Parce que même dans les pays, même à l'intérieur d'un même pays, parfois il y a des populations différentes, des langues différentes. Voilà. Donc, si on peut voir ça comme une richesse, c'est tellement mieux. Moi, je suis née dans dans un environnement qui m'a permis de parler 3 langues dès l'âge de 6 ans. Je parle berbère parce que je suis née dans une famille berbère.
J'ai appris l'arabe très vite à l'école et le français. Et j'ai toujours voyagé sans bouger de ma maison, de mon quartier. Mais chaque jour, je parle les 3 langues en même temps. Je parle berbère avec ma mère, je parle français avec mon père. Et entre frères et sœurs, on parle l'arabe. Donc aujourd'hui, j'ai assimilé toutes ces cultures-là. Et je ne vois pas pourquoi je dois en choisir une. Cependant, il m'arrive, bien sûr, dans ma vie de tous les jours, professionnelle, ou quand je suis face à une situation donnée, de choisir peut-être de réagir. Je ne le choisis pas toujours en raisonnant, mais ça vient un petit peu de par les impacts et les effets de chaque culture que je porte en moi. Donc, mais je le vis très naturellement. Et franchement, il n'y a rien de plus horrible pour moi que quand on me demande « Ah, quelle langue préfère ?» Je ne préfère aucune langue, je ne préfère aucune expression, je ne préfère aucune culture. Elle résonne tout en moi. Le berbère, quand j'entends une chanson en berbère, c'est mes entrailles qui bougent. Quand j'entends l'arabe, c'est l'âme un petit peu portée par cette religion qui est la mienne, qui est l'islam. Et le français, c'est ma langue de vie intellectuelle. J'ai lu les romans, la littérature jeunesse d'abord en français, parce que l'arabe, je l'ai appris à l'école. Mais dans mon environnement, à l'époque où j'apprenais à lire, je suis une férue de lecture, d'où mon métier, j'ai trouvé des livres en français d'abord. Et ça m'a construit mon cerveau, ma façon de réfléchir, ma façon de réagir un petit peu. Mais n'empêche que les autres aussi, les autres dimensions qui sont les miennes, je les porte très naturellement. Et je peux passer de l'une à l'autre sans aucune difficulté, avec un naturel qui parfois moi-même m'étonne. Et j'aimerais tellement que cet espace méditerranéen, que ce bassin, au final, ça reste un bassin qui nous réunit tous. Et j'aimerais tellement que ces idées passent avec cette fluidité que je porte en moi, une seule personne. Et vous savez, tous ces murs, toutes ces incompréhensions, ces derniers temps, j'entends beaucoup de choses, par exemple sur l'islam, qui sont vraies dans la réalité. Il y a le terrorisme, nous sommes le premier pays à l'avoir subi. Nous avons perdu 260 000 personnes à cause du terrorisme pendant 10 ans. Chaque jour, quand je commençais à travailler à ma sortie d'université, chaque matin, je ne savais pas si je pouvais revenir à la maison ou non. Mais j'y allais. On n'a jamais fermé une usine, une boutique, un bureau. C'était notre façon de résister à cette barbarie qui est née de cette religion que nous portons, qui est la nôtre pourtant. Mais ce qui relève un peu de l'incompréhension de l'autre, c'est que moi qui ai été victime de ce terrorisme, j'étais vue comme étant sa productrice. Or que non, je ne l'ai pas produit, ni par mon comportement, ni par mes idées, ni par ce à quoi je crois. Je vis ma spiritualité avec moi-même, avec Dieu, mais de voir que moi qui suis victime de ce terrorisme, je suis considérée comme étant coupable, c'était très difficile. Bien sûr, dans le notamment pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'édition, de l'écriture, des médias. Donc, voilà. C'était parmi les premières victimes, en fait. Et c'est toujours partout dans le monde. Tout à fait. Parmi les premières victimes, en fait, du terrorisme. Donc, en fait, juste une idée, c'est d'avoir le courage, quelle que soit notre situation. Aujourd'hui, nous vivons une situation entre pays où il faut avoir le courage de dire que non, je ne veux pas de cette guerre des idées, je ne veux pas de cette guerre des religions, je ne veux pas. Et cela, il n'y a qu'une seule façon de le combattre, c'est le livre et la culture et la mobilité des idées et l'acceptation de l'autre, non pas la tolérance. Moi, j'aime pas le mot tolérance, parce que quand on dit tolérance, c'est dire que je vous tolère, c'est dire que oui, bon, j'accepte que vous soyez là, que vous respirez. Et quand il faut vraiment me débarrasser de vous, je le ferai. Non, il faut croire et vraiment profondément porter l'idée que l'autre est un être humain aussi et que je l'accepte et que je l'aime avec la même idée que je m'aime moi-même.
Bien sûr. Et pour revenir à ce que vous disiez, je veux vous poser une question, Karim. Vous qui avez beaucoup travaillé sur cette mobilité et des idées dont Nora parle, quels sont les obstacles aujourd'hui que vous rencontrez, vous? Parce que vous travaillez beaucoup sur le soutien à cette mobilité des idées, à cet échange qu'il y a entre les pays de la rive sud, le nord. Quels sont les obstacles que vous rencontrez et qui font en sorte que ces idées soient moins mobiles, on va dire? Alors, il y a plusieurs obstacles. D'abord, l'obstacle évident, qui n'est peut-être pas évident au nord, je me suis aperçu souvent que les gens ne le savaient pas, mais pour un Tunisien, un Algérien, un Marocain ou un Africain d'une manière générale, moi j'aime bien dire Afrique du Nord et pas Maghreb, c'est très difficile de venir en Europe pour la nouvelle génération, pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Pour nous, dans ma jeunesse, tu prenais l'avion et tu allais où tu voulais. Aujourd'hui, il y a des murs qui sont faits de visas, il y a des murs qui sont faits de briques ou d'économies ou de préjugés, et c'est très difficile. Ça creuse un fossé entre les deux rives, et on ne se rend pas compte de l'importance de ce fossé. Vous savez, on parle de la Méditerranée, j'ai beaucoup entendu en parler aujourd'hui du Mare Nostrum, de la mer d'échange, du fait qu'on ait un peu le même passé. Vous savez, en 2 générations, vous l'effacez, ça. C'est très facile. 2 générations. Il suffit de 2 générations pour que l'ignorance et l'oubli s'installent. Je le vois dans mon pays où maintenant, vous avez des générations entières qui ne comprennent pas qu'un Tunisien puisse être juif. Est-ce qu'il est tunisien? Non. Yehudi ou la Tunsi? Non. Yehudi, Tunsi. Et tout ça, c'est en 1 génération, en 2 générations. D'ailleurs, je vous interromps sur ça. L'exposition qui a lieu à Lima sur les Juifs de l'Orient, une des raisons pour laquelle, entre autres, elle a été faite, c'était parce que cette jeune génération ne réalisait pas qu'en fait, dans ces pays, que ce soit le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord, il y avait depuis très très longtemps une importante communauté juive. Et une des raisons pour laquelle cette exposition qui a lieu et que je vous invite à aller voir, c'est aussi pour montrer à cette jeune génération que en fait, il y a une communauté qui était dans ces pays-là et qui est depuis des millénaires. Justement, je rebondis là-dessus. Donc, sur ce fossé qui se crée, et qui ne peut être comblé que par des volontés politiques. Hein. Ce n'est pas nous, à notre niveau, d'éditeurs, d'opérateurs culturels, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons. Nous cultivons notre jardin. Nous pouvons faire des petites choses à notre niveau. Et la circulation des auteurs, des éditeurs, des livres, c'est encore très problématique et c'est de plus en plus problématique. J'ai parlé de la circulation des gens, des auteurs, des éditeurs, mais il y a aussi la circulation des livres. Importer un livre français en Tunisie, je parle de la Tunisie parce que vraiment, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas, mais les livres arrivent à des prix absolument hors de portée du lecteur moyen, on va dire. La même chose pour nous, éditeurs du Sud, être diffusés et vous faire connaître notre production, c'est pratiquement impossible parce que les systèmes de distribution et de diffusion sont tellement lourds et coûteux que nous ne pouvons pas le faire. Il y a des solutions, notamment Internet et tout cela, il y a des solutions. Mais tant que les opérateurs politiques ne disent pas c'est très important, il faut que ça marche, il faut que vous lisiez nos livres et que nous, on puisse acheter vos livres et les lire à un coût qui nous permet de les acheter, tout le reste, c'est fadaise, c'est des belles paroles. Et c'est des belles paroles que j'entends depuis plusieurs décennies. Peut-être que là, j'ai entendu tout à l'heure votre président de la République tenir un langage un peu différent, qui était intéressant. Et aussi quelques initiatives comme celle du livre des 2 rives, qui sont un peu plus constructives, rapides, effectives. Tant qu'une initiative n'a pas abouti à un livre entre les mains d'un auteur, elle ne sert à rien.
Et des initiatives telles que celle-là, sur les 30 dernières années, j'en ai vu beaucoup, qui ne servent qu'à faire de la communication, que faire de la communication politique, que tel ou tel ambassadeur puisse être promu. Mais tant que les livres n'arrivent pas au lecteur, ça n'a pas de sens. Et pour finir, je dirais que c'est important aussi de savoir de quoi on parle. Lorsque le Nord, la France principalement, investit dans ces échanges culturels, éditoriaux et d'idées, elle le fait pourquoi ? Moi, je pose la question à l'Institut français, je vous la pose à vous. Moi, je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi la langue française est importante pour moi, pour mon pays. Je sais pourquoi c'est important pour les jeunes de mon pays de lire autre chose que ce qu'on leur répète à la télévision chez nous. Ça, je le sais, j'en suis convaincu. Je suis sûr que c'est comme ça que je suis utile à mon pays, dans ce petit pays qui a eu une expérience démocratique qui n'est plus aujourd'hui. Et je sais pourquoi c'est important. Et quand demain, mes petits-enfants me diront « Qu'est-ce que tu as fait ?», je saurai répondre. Mais tant que les choses doivent être claires, si la France tend la main et si nous répondons, il faut que chacun sache qu'il a intérêt à le faire. Il faut le dire. Voilà. Et juste pour revenir aux pratiques, puisque là, vous avez dressé un état des lieux sur la situation très, très compliquée de l'édition. Solutions pratiques aujourd'hui pour soutenir cette mobilité des idées, ces échanges, qu'est-ce que ça pourrait être dans le secteur de l'édition ? Dans le secteur de l'édition, les solutions existent. Ça fait des années qu'on sait faire. Exemple ? Coédition, cession des droits, financer beaucoup plus tout ce qui est Internet, autant la vente par Internet que le livre sous forme de fichiers. Faire que les gens se rencontrent, c'est très important. Zoom ne résout rien. Moi, je suis là depuis 2 jours. Je sais que le résultat pour moi professionnellement, ça ne sera certainement pas ce qu'il y avait dans vos feuilles ou dans les programmes pour lesquels je suis venu. C'est le fait de parler avec des gens et de dire « Tiens, tu me donnes une idée, on va le faire ensemble ». Et ça, c'est très important. Je vais finir avec une anecdote. Il y a quelques années, l'Organisation internationale de la francophonie, que je ne me lasse pas de critiquer en ce qui concerne le livre. Vraiment. Mais alors là, vraiment, c'est scandaleux. Mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Mais je me souviens à Dakar de cette réunion avec le responsable du livre de l'Organisation internationale de la francophonie, qui réunit les éditeurs de l'Afrique subsaharienne, et nous étions quelques Nord-Africains avec, et qui dit « Bon, de quoi vous avez besoin ?» Je me souviens, on était dans un 3 étoiles, lui était dans un 5 étoiles, et puis il nous donnait un peu de son temps. Et un éditeur guinéen dit nous, dans la sous-région, on ne se voit pas, on a besoin de se voir, on a besoin de parler entre nous. Et le type répond nous ne sommes pas une agence de voyage. Et je me souviens qu'il y avait avec moi un éditeur qui s'appelle Nourdine Benkeder, qui était une personnalité importante en Tunisie, qui a fait 12 ans de prison, qui se tourne vers lui et dit si vous n'êtes pas une agence de voyage, vous ne servez à rien. Ça l'a un peu... pendant 5 ans après, ils ont mis de l'argent dans l'édition. Pendant 5 ans après, les éditeurs sud-africains de l'Afrique subsaharienne ont pu se rencontrer. Des projets sont nés, des éditeurs sont nés qui ont pu gérer notamment des gros budgets dans l'édition scolaire financée par la Banque mondiale et non pas les sous-traiter à Hachette ou à un autre éditeur français. Et ça a changé les choses dans l'édition du Sud. Il faut que les gens se rencontrent, il faut que les éditeurs se rencontrent. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est très bien quand un auteur vient. Mais c'est comme si vous me disiez... C'est un peu la différence entre inviter un chef d'orchestre ou inviter un violoniste. C'est très bien d'inviter un violoniste, mais il faut encore que son livre soit là, qu'il soit importé, ainsi de suite, ou distribué. Mais les éditeurs... ce sont eux les architectes, ce sont eux les chefs d'orchestre et ce sont eux les moins visibles. Tout le monde pense connaître le métier de l'édition et le métier du livre. C'est un métier compliqué.
la différence entre un auteur, un éditeur, un imprimeur, un distributeur, un diffuseur, des droits d'auteur, tout ça est très compliqué. Et nous ne sommes pas très bling-bling, c'est pas sexy. C'est pas comme la télévision, les films ou même la radio. Il faut du temps, c'est un peu ennuyeux. Et je vais arrêter d'être ennuyeux, là, d'ailleurs. Merci. Pour revenir à vous, Nora, vous partagez, pour qu'on parle d'un autre pays, pour une autre expérience aussi d'Afrique du Nord, donc vous partagez l'avis de Karim sur le fait de multiplier les échanges, de soutenir la mobilité entre éditeurs, en fait, des deux rives, pour pouvoir un peu avancer dans ce secteur-là? C'est clair, toute sorte d'échange est la bienvenue. Et est-ce que, et je suis désolée de vous interrompre, est-ce que le livre des deux rives est une ébauche de solutions dans cette direction? Franchement, moi, je le vis comme ça. Étant membre du comité de pilotage, d'abord, ma propre expérience fait que pour la première fois, je sens qu'il y a cette volonté d'écouter l'autre, d'accepter ses idées. Moi, par exemple, dès les premières rencontres, je parlais de la dimension oralité dans nos communautés à nous, dans nos sociétés nord-africaines ou maghrébines. On est encore très dans l'oral, en fait, d'où un usage hyper dimensionné, exagéré des réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment le pire ennemi du livre chez nous. On n'utilise pas les réseaux sociaux pour parler de livres ou de culture, mais juste pour parler. En fait, ça a été pris en compte. Par exemple, la dimension théâtrale. Le théâtre est un art très, très utilisé chez nous pour cultiver la société, pour la faire avancer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'Institut français, il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr, on continue depuis ce livre. En tout cas, dans le cadre de ce projet. Ouais. Donc, les idées, comment que je les échange avec mes collègues, avec tous les collègues d'ailleurs, pas seulement, mais avec les porteurs à l'Institut français. Donc là, j'ai ce sentiment d'avoir de l'écoute, même si tout ne se fait pas parce qu'on a un budget, on a des délais, on a aussi des impératifs. Par exemple, est-ce qu'on fait le choix entre un auteur un peu plus connu que d'autres, qu'un auteur moins connu? Oui, il y avait des choix à faire. La commission de lecture l'a fait, ce choix. Ce n'est pas à nous de... Mais par contre, dans cet échange avec l'Institut français, je sens qu'il y a une volonté de passer à une autre étape de travail avec nous, éditeurs, et même au-delà des éditeurs. Donc il y a d'autres facettes de ce projet que sont la traduction et la traduction et la sensibilisation à la traduction, à l'échange d'idées par la traduction de et vers le français et de et vers l'arabe. En fait, c'est un petit peu ça qui est nouveau pour moi. Et je vais vous dire aussi peut-être quelque chose qui va vous étonner. Moi, en tant que membre de ce comité de pilotage, j'ai eu à connaître même d'autres éditeurs algériens avec qui je n'échangeais pas beaucoup, je dois dire. Donc, ce projet... Donc ça a contribué aussi à la mobilité des idées sud-sud, comme ce que nous parlons. Ce n'est pas seulement un projet qui soutient les échanges entre les pays de la rive sud et parce qu'en fait, on a beau dire que oui, il y a un intérêt pour la France, à ce que... bien sûr, il y a l'organisation de la francophonie, mais bien sûr, c'est tout à fait normal qu'un pays veuille... Moi, je suis éditrice, j'édite des penseurs algériens. Bien sûr, c'est mon apport à l'humanité. La culture française a ces gens pour la développer, pour la diffuser dans le monde. Mais qui va parler de la pensée algérienne si ce n'est moi? Mais je veux je veux avoir des canaux. Ces canaux ont été très, très, très minimes, même chez moi, pour faire parler de ces penseurs. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Je pense que la multiplicité des canaux, des occasions, des opportunités, vraiment, c'est ça le plus important. Le livre des deux rives n'est qu'un projet qui devrait être parmi d'autres.
Mais en fait, moi, je sens un changement qualitatif que je veux vraiment maintenant thésauriser, on va dire. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis positive de nature, donc je me dis, OK, ça, c'est vraiment un canal qu'il faut valoriser, qu'il faut continuer, parce qu'aujourd'hui, on a entendu le président de la République française parler de tout ce projet global, mais il a cité le projet des 2 livres. Et je crois fermement qu'il n'y a rien de plus important que, parce qu'au-delà de la musique, au-delà, on échange beaucoup par la musique algérienne, et peut-être celle que vous connaissez le mieux par rapport à la musique tunisienne, où on a beaucoup de chanteurs qui sont de dimension internationale, mais les auteurs aussi. Mais il faut faire un effort pour lire un livre. C'est plus facile d'écouter de la musique. Bien entendu. Voilà. Donc bien il faut entendu, qu'on c'est plus compliqué. Voilà. C'est moins facile d'accès parce qu'il suffit d'écouter quand on écoute de la musique, alors que le livre, il y a un effort, une volonté personnelle de la... D'où le fait que nous, en tant qu'éditeurs, en tant qu'acteurs dans ce domaine-là, nous devons nous redoubler d'efforts pour faire porter toutes ces nouvelles idées. Par exemple, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le devoir de faire connaître la culture algérienne, mais je veux aussi contribuer à garder cette culture française qui m'a construit moi-même, qui m'a donné beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas dans cet aller-retour toujours entre la culture française, donc occidentale, et la culture arabe et berbère. Et en fait, pour moi, ce projet, il faut être dans une mentalité de bienveillance, comme dit Edgar Morin. Edgar Morin, qui est un penseur qui a 100 ans aujourd'hui, qui a une pêche, mais du tonnerre, qui est français, qui vient d'éditer des livres. Et il a édité son dernier livre avec un Algérien qui vient de décéder, Allah yarhamou, Pierre Rabhi, qui a toujours vécu en France, mais qui est né à Béchar, dans le désert algérien. Ils ont fait un dialogue, mais d'une telle beauté humaine. Je me dis, mais pourquoi nous tous, à notre échelle, on doit tous être dans cette... Donc Edgar Morin parle de son manque de volonté de puissance. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'en fait, il a trop de bienveillance envers les humains pour avoir cette volonté de puissance. Pour moi, la volonté de puissance dont parle Nietzsche, on en parle pour les empires. Donc il y a des pays, il y a des sociétés qui sont un petit peu dans cette vision historique et tout, d'avoir à dominer les autres. Mais je crois, d'après toute l'histoire des pays du pourtour méditerranéen, la plupart d'entre nous, on est vraiment dans la convivialité, dans l'acceptation de l'autre, dans la recherche de la paix. On n'est pas tous portés. Donc aujourd'hui, par le livre, il faut diffuser cette culture de la bienveillance. Et ce n'est pas un vain mot, je peux vous le dire. Et cette culture de la bienveillance, les artistes la portent beaucoup aussi. Oui. Et c'est pour ça que je voudrais revenir un peu au témoignage de nos 2 artistes aujourd'hui. Cette bienveillance qu'ils portent aussi. À votre avis, Petra, le nomadisme artistique, est-ce qu'il représente réellement un enjeu culturel majeur, sinon une richesse pour le pays d'accueil également ? Eh bien, pour commencer, je dirais qu'on ne peut pas tous être nomades car il faut des visas. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Finalement, un nomade peut décider où aller, quand partir. Mais certains font face à des restrictions. En tant que pays de la rive sud et est, on va dire, c'est plus compliqué. Yes. Oui. Oui. Étant d'origine du Liban et étant donc une artiste sélectionnée par le projet, c'est comme ça que j'ai pu venir en France. Et il y a donc des différentes épaisseurs de frontières qui déterminent qui peut traverser ces frontières ou non.
Et tout le monde ne peut donc pas décider pour soi-même où aller et quand y aller. Mais lorsque l'on arrive quelque part et qu'on se présente, par exemple moi je me présente en tant que femme artiste avec une certaine expérience dans un endroit donné, avec certaines personnes qui m'ont entouré, ce pays, le Liban, qui a eu un impact sur moi, et également tous ces lieux que j'ai visités qui ont participé à me façonner et à façonner mon travail. Et c'est, en ce sens, c'est mon expérience qui apporte une richesse à l'autre, à celui qui m'invite, tout autant que ma visite est pour moi une source d'inspiration, de réflexion, de détente, et aussi l'opportunité de changer mes habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il s'agit de m'extraire de mon contexte familier pour réfléchir. Et donc voilà, on donne et on prend et on reçoit. Et il y a un intérêt au contexte. Vous parliez de richesse, mais ce n'est pas que la richesse des ressources, c'est aussi la richesse d'expérience, ou ce qui peut intéresser les Européens ou les Américains, par exemple. Ça me renvoie à cette question de quel est le public que vous envisagez. Est-ce qu'on pose cette question aux artistes français? Eh bien, moi, quand je fais des performances, c'est pour tous les publics, comme tous les artistes. Mais on me demande si c'est orienté pour un public européen ou maghrébin, ou d'ailleurs. Et donc, c'est une question importante. Il s'agit de réfléchir à son œuvre pendant le processus de création. On doit réfléchir à son public. Parfois, je me dis ce sont des intellectuels, etc. Mais c'est d'autant plus important. Il faut réfléchir à une échelle globale. Où va notre art? Et je vais vous donner quelques exemples de certaines œuvres que j'ai réalisées et de mon processus de réflexion. Moi, je réfléchis toujours à mon public. Je dois réfléchir à la question de la langue. Par exemple, dans une de mes performances, Toyota 89, j'ai eu deux versions, une en anglais et une en arabe. Et j'ai donc fait cette performance dans les deux langues, et les deux performances ne sont pas les mêmes. La performance en anglais est très différente de celle en arabe. C'est une performance qui se tenait dans le noir, dans l'obscurité, et donc le public doit écouter ma voix, ma langue, les sons, elles doivent toucher, sentir. C'est donc une expérience, une performance très intime, et on ne peut pas juste la traduire. Et donc, cette performance doit exister en deux versions différentes. Un autre exemple où je dois réfléchir au public en tant que sujet également, et pourquoi donc je m'adresse à un public européen ou local. Il y a des différences dans le texte. Parfois, il y a des modifications à apporter. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est la guerre civile au public libanais ou des pays arabes voisinants. Mais en français, je dois dire que c'est une guerre civile qui s'est tenue entre 1875 et 1890. Et cela rajoute une couche de difficulté au travail. Un autre exemple encore. Une performance qui était destinée à justement un public européen. En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, je me trouvais à Londres. Et je me souviens que ce jour-là, on faisait appel à une minute de silence. Et ce jour-là,
une jeune fille est morte de froid dans un camp de réfugiés au Liban. Et personne ne parlait d'elle. J'étais si énervé. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'elle? Pourquoi on ne fait pas une minute de silence pour elle? Et donc, cette performance, cette œuvre que j'ai créée était une réponse à cela, mais je ne voulais pas qu'elle s'adresse qu'au public européen. C'est pour tous les publics, mais certaines choses est importante. Cette performance, en fait, c'est une série de minutes de silence pour des personnes qui sont décédées, certaines réelles, certaines imaginaires. Et l'idée était de placer le public dans une position où ils doivent exercer leur deuil. Et donc l'idée est que tous les publics à travers le monde entier doivent faire une performance du deuil et faire ce semblant, mais en faire une réalité. Donc cette performance a impliqué les publics, qu'ils soient européens, libanais, etc. Et l'idée était de se concentrer sur certains sujets en faisant vivre une certaine expérience au public qui assiste à la performance. Je voulais également ajouter un point concernant une autre de mes performances, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Amir, et on reviendra pas travers vous. Amir, est-ce que vous aussi, vous adaptez dans votre art, vous adaptez votre art en fonction du lieu dans lequel vous êtes? Est-ce que, par exemple, certaines choses que vous exprimez à travers votre art ne sont pas possibles aujourd'hui en Égypte, et vous avez cette occasion grâce à votre, grâce à la bourse, de pouvoir le faire en France? Bon, ça m'a ramené en fait de parler d'un de mes projets que je commençais ici en France. Et c'est basé aussi sur l'histoire de l'absurdité de la guerre. Donc un jour en fait, je suis allé à la musée de militaire à Paris. Je me souviens pas le nom de ce musée exactement en fait. Mais dans ce musée, il y a tous les costumes de soldats depuis le XVIIe siècle, même avant, en fait, toute l'évolution de l'arme et tout ça. Parce que là, je travaille beaucoup avec les figurines, les marionnettes. Du coup, ça m'intéressait, en fait, d'aller là-bas et voir comment ça se fait, en fait, comment c'est le processus de fabrication de ces genres de maquettes. Et par hasard, je trouvais une maquette de Napoléon quand elle était en Égypte. Et c'était un peu drôle pour moi, parce qu'en fait, la maquette, c'était une espèce de maquette en 3D. Dans une petite vitrine, mais sauf qu'on voit les pyramides, les sphinx devant le Napoléon, et ils sont mal faites. Et Napoléon et tous les soldats avec lui, ils sont vraiment bien faits, ils sont nickel. Et donc moi, c'était un peu drôle pour moi, donc, parce que aussi il y a l'histoire de le nez de les sphinx qui existe en Égypte et qui existe dans toutes les séries d'Astérix ou Obélix, à travers lesquelles je commençais à apprendre le français en fait. Donc je me suis dit, ok, bah tiens, il y a quelque chose qui me touche en fait en ce moment. Et donc à partir de ce moment, je demandais au musée en fait si je peux avoir accès à ce vitrine et vraiment bien documenter toute la scène et toute la figurine. Et en fait, ils ont bien accueilli l'idée et je suis allé après avec mon caméra et tout, j'ai pris des photos et je commençais à recréer une histoire qui peut-être n'existe pas, mais cette histoire c'est basé sur l'histoire de le nez de l'Esphinx. Parce qu'à l'époque, si vous le savez, en fait, quand Napoléon était arrivé au Caire, ils ont fait la guerre entre le Mamelouk et les Égyptiens devant les pyramides. À l'époque, il y avait plein d'armes et plein de trucs bien avancés plus que les Mamelouks. Donc, il y avait des canons, par exemple. Et nous, en Égypte, on dit par faute, c'est par la faute des soldats français, ils ont tiré à la nez de l'Esphinx et ça fait tomber en fait le nez de l'Esphinx à cause des canons. Sauf qu'en Égypte, il y a autre histoire qui disent que peut-être à travers parce qu'il n'y a pas de structure métal à l'intérieur de ce grand monument. Du coup, c'est logique si ça tombe tout seul, à travers le vent et tout ça. Et moi, je me trouve entre plusieurs histoires qui peut-être qui sont pas confirmées du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je recrée en fait mon propre histoire et je recrée aussi mon propre maquette. Et en ce moment, je commençais à produire des marionnettes et des figurines sur lesquelles je suis en train de travailler. C'est un projet de fin d'année pour moi. Et en ce moment, je suis sur le scénario, mais je trouvais c'était un peu intéressant même pour moi. Et en tant qu'artiste égyptien en France, et en tant que quelqu'un égyptien en fait qui voit ces maquettes dans la musée.
Et donc ouais, c'est une des choses aussi qui a grâce à la mobilité, que je suis venu en France, c'est voir ça en tant qu'artiste et en tant que quelqu'un qui est en train de voyager. Et donc ça, c'est un des projets que j'ai commencé en fait à produire. Et quoi d'autre? Donc oui, sur ce scénario, j'essaie de trouver comment on va en fait trouver le nez du Sphinx. Est-ce qu'on va ramener le Sphinx en Égypte? Et ça, c'est une conversation en fait fiction qui existe entre Napoléon et ses soldats en ce moment. Et donc l'idée, si je peux en fait vous imaginer la maquette, ce sera juste la même maquette, mais une façon plus, on va dire, caricature, par exemple, et un peu plus drôle. Et ce maquette, ça sera tout animé avec des cerveaux, des petites moteurs, ils vont parler ensemble. Et comme l'automaton, par exemple, ils vont raconter l'histoire en fait de les Sphinx et comment ils vont trouver une solution pour récupérer les Sphinx. Donc oui, ça c'était un de ce projet qui sert à montrer qu'il y a certains projets ou artistiques qui ne peuvent pas être faits dans les pays d'origine de ces artistes qui bénéficient de la mobilité. Nous n'avons plus de temps, en fait. Nous allons donner la parole au public. Ce qu'on va dire en conclusion, et je crois que vous pourrez me dire un mot très rapide chacun d'entre vous, c'est que la mobilité internationale des idées, des acteurs, des opérateurs culturels, des artistes, aujourd'hui est très importante au sein du bassin méditerranéen, mais il y a un travail de longue haleine à faire, notamment dans ce qui concerne le secteur de l'édition. C'est ça aujourd'hui notre conclusion. Nous avons le projet du livre des deux rives, mais nous voulons une preuve concrète en fait de ce projet qui est encore en cours et on n'a pas encore vu les résultats. Concernant nos artistes, aujourd'hui, on va dire que c'est une bouffée d'oxygène pour ces artistes qui vivent dans les pays des rives sud où il n'y a pas de politique culturelle pour les soutenir, parce que finalement un artiste a besoin de créer librement. Et il y a certains, on n'a pas parlé de la censure, il y a des genres de censure qu'on retrouve dans tous les pays en fait de l'Est et de la rive sud de la Méditerranée et qui empêchent ce travail d'artiste. Or, une fois qu'il vient en France, qu'il bénéficie de ces programmes de mobilité, il arrive en fait à explorer et à accomplir toutes les recherches qu'il fait. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait continuer à soutenir. Et ça, c'est le travail que fait aujourd'hui l'Institut français, entre autres au Liban, mais aussi des associations en France, des fondations qui travaillent beaucoup sur la mobilité internationale des artistes. Concernant l'édition, il y a beaucoup de questions, qui se posent. En fait, il y a beaucoup d'obstacles. Les solutions, vous les avez, mais c'est une question de temps pour voir si ça va avancer. Tout dépend en fait de la conclusion de ce qui se fait pour le livre des deux rives. On est bien d'accord sur en fait la conclusion de cette mobilité internationale. Vous êtes tous d'accord avec ce que je viens de dire. Rapidement, chacun un petit mot. Allez-y. Oui, très rapidement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce livre des deux rives, à travers des décisions politiques et une volonté politique, se mue en un mécanisme qui est plus pérenne. Que ce ne soit plus, voilà, pendant 2 années, on va faire ça. À partir du moment où on veut que les deux rives discutent, qu'on veut que les deux rives échangent des textes et des livres, à ce moment-là, on met en place une politique. On ne fait pas un truc sur 2 ans de manière ponctuelle, parce que le livre des deux rives, ça se termine l'an prochain. Après, on fait quoi? On revient au même problème. Donc, moi, je souhaiterais... C'est très bien, attendez, je ne veux pas non plus avoir le mauvais rôle. C'est super, ce que fait l'Institut français. Aucune autre chancellerie ne le fait, soyons clairs. Mais... s'il y a véritablement un souci d'aller plus loin et de construire des ponts culturels et éditoriaux au-dessus des murs que l'on connaît, il faut mettre en place des mécanismes plus pérennes. Très bien. Nora, rapidement, en quelques secondes. Oui, en fait, c'est vraiment ce que vient de dire Karim, c'est que ce projet des deux livres, le livre des deux rives, est un projet pilote. On n'en a parlé pas plus tard que tout à l'heure. Et comme chaque projet pilote, en fait, il s'agit de créer des mécanismes que nous devons faire perdurer
C'est tout à fait normal. C'est un mouvement qui ne doit pas s'arrêter à la fin de l'année 2022 ou 2023, mais plutôt amorcer une nouvelle mentalité, aller à la recherche de quelque chose dont nous sommes aujourd'hui conscients. Et chacun d'entre nous doit faire ce travail maintenant à son échelle. Moi, personnellement, j'en parle beaucoup avec mes collègues éditeurs en Algérie, et cela m'a donné beaucoup d'idées. Je dois dire que quelque part, je me dis oui, aujourd'hui, il faut que j'aide ces jeunes éditeurs algériens, par exemple, et un peu plus largement dans le cadre du collectif entre les pays maghrébins et français, donc à les former, à leur insuffler un petit peu l'idée qu'ils ont une responsabilité comme acteurs culturels. Non pas seulement des opérateurs économiques. Oui, c'est une dimension importante, mais être éditeur n'est pas seulement être commerçant. Ce n'est certainement pas ça. Nous portons des idées, c'est très dangereux. Les idées, c'est très dangereux. Nous le savons tous aujourd'hui. C'est vraiment une évidence que je dis. Donc nous devons être ces acteurs positifs et nous battre pour vraiment avoir voix au chapitre en tant que société civile, en tant qu'opérateur culturel, et essayer d'influencer un tant soit peu la course du temps, et espérons qu'on va construire des ponts. À Petra parce que voilà, les ponts indélébiles des idées parmi nos peuples méditerranéens. Petra, en quelques secondes, une conclusion. Yes, as we're talking about... Oui, nous parlons de mobilité internationale et des perspectives échangées lors de ces mobilités. Et pour les artistes, c'est vraiment important de faire l'expérience de différents publics, de faire des allers-retours. Mais c'est vrai que l'argent vient des pays du Nord, par exemple de la France. Et donc, notre travail est orienté vers l'Europe. Ce qui m'intéresserait, ce sera ma conclusion, c'est vraiment la perspective, la vision que l'on apporte et la perspective sur notre propre travail. Est-ce qu'elle change? Et surtout après un événement comme l'explosion qui a eu lieu au Liban. Est-ce que la perspective sur notre travail change? Est-ce que c'est une perspective victimisée, de victimes que l'on voit sur notre travail? Voilà ce qui m'intéresse, voilà ce que j'aimerais savoir. Moi, je veux essayer de changer la perspective du public en travaillant main dans la main avec ce public, en le faisant vivre l'expérience de l'art, en lui permettant de réfléchir à l'art plutôt que de juste rester passif. Je veux dire en fait que la mobilité, peut-être ça peut être intéressant plus d'être avec plusieurs endroits contemporains en Alexandrie, par exemple. Je parle d'Alexandrie ou en Égypte en global. Parce que par exemple, être en partenariat avec seulement l'université ou toutes les associations gouvernementales, c'est un peu compliqué en fait par rapport aux opportunités pour les artistes même qui sont en France, qui n'ont jamais eu d'expérience en Égypte. Et je pense que ça c'est très important parce que j'ai beaucoup d'amis en France qui ont envie d'aller en Égypte ou d'expérimenter aussi la même expérience. Et je trouve que ça peut être intéressant pour avoir l'échange encourager la mobilité dans les deux sens en fait, et pas seulement, elle existe dans les deux sens, mais elle est essentiellement de la rive sud vers la rive nord et en très petit nombre dans le cas inverse. C'est aussi une question de moyens mis à disposition par les États des pays de la rive sud. Je vais passer maintenant aux questions. Qui a des questions? Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier personnellement Noura en fait, pour son témoignage, pour son multilinguisme dont vous avez parlé. Vous disiez que vous parlez berbère, arabe et français. Et moi-même, je suis étudiant en fait, dans le militantisme berbère dans le cadre d'un master monde arabe et musulman à Aix-Marseille. Et je suis en train de lire un livre algérien qui a été écrit par Nasser Djabi, donc les mouvements amazirs en Afrique du Nord. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un des rares livres que je peux trouver en France. Et je trouvais que la culture scientifique maghrébine n'était pas assez développée en France. C'est-à-dire qu'il y a un manque de moyens et d'accès à ces livres-là aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? En fait, j'ai beaucoup d'espoir justement à ce que nous changions les choses. Ce projet de livre des deux rives m'a donné quand même l'opportunité de voir qu'il y a beaucoup d'éditeurs
qu'ils soient en France ou en Algérie, je pense la même chose au Maroc et en Tunisie, qui veulent faire des choses. Mais il faut quand même faire sauter certains écrous qui sont encore là par rapport à l'exportation de livres, par rapport à la cession des droits, par rapport aussi à la curiosité. Il faut savoir que nous, en tout cas, le sentiment que nous avons dans nos pays, c'est que les Européens, les Français, pour parler des Français, ne sont pas assez curieux de nous pour connaître ce que nous produisons comme être culturel. C'est cela qu'il faut maintenant faire l'effort. Nasser Djabi, c'est quelqu'un qui est très connu chez nous. C'est un homme qui réfléchit, mais très bien, qui est porteur vraiment d'une pensée rationnelle, qui est un sociologue éminent. Mais je ne crois pas qu'il soit très connu en France. Nous souhaitons faire... Mais justement, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure pour le projet des 2 livres, je sens un genre de changement qualitatif. Et nous ferons tout pour justement ne pas laisser retomber cette bulle un petit peu qui nous est offerte aujourd'hui pour venir en France avec nos idées, non pas seulement avec ce déplacement à travers peut-être ce que vous voyez le plus à la télévision, c'est les jeunes qui viennent dans des barques et tout ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, justement, quel est l'apport des idées dans la connaissance les uns des autres? Je pense que le peuple français doit avoir plus d'opportunités pour nous connaître avec nos pensées, qui sont imparfaites peut-être, mais qui sont les nôtres et qui sont différentes. Et voilà, comme moi, par exemple, je lis, je ne sais pas moi, Émile Zola ou Victor Hugo, je suis heureuse. J'aimerais que le lecteur français puisse... Mais il y a des éditeurs qui sont installés ici, d'ailleurs, en France, qui sont un petit peu maintenant versés dans l'édition des auteurs maghrébins ou arabes de façon générale. Mais il faut faire l'effort. Si chaque éditeur fait l'effort de céder ses droits à des éditeurs français qui... Moi, j'ai fait cette tentative il n'y a pas longtemps. J'attends, mais... En fait, ce n'est pas très, très facile, mais il faut continuer l'effort. Il ne faut jamais s'arrêter de faire l'effort, d'aller vers l'objectif, vers le but qu'on s'est assigné. C'est moi. Prochaine question, dernière question. On nous fait signe. Oui, bonjour. Suite à cette question et à votre réponse, je me dis que peut-être que vous ne réalisez pas la chance extraordinaire que vous avez eue d'être trilingue, de parler le berbère, l'arabe et le français, et que cette curiosité que vous souhaitez de la part des Français ici de s'intéresser aux auteurs algériens, en fait, vous l'avez, vous, intrinsèquement en vous-même. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, ces cultures, vous naviguez de la culture berbère, la culture arabe, la culture française. Mais moi, c'est pas tout à fait le cas, mais peu importe. J'ai parlé à ma mère en français, à mon père en français, à mes frères en français. Je ne peux pas avoir cette ouverture, celle que vous avez. Donc, je me fais l'avocat du diable. Hein. C'est extrêmement louable d'essayer de susciter cette curiosité. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que juste on n'est pas constitué suffisamment avec cette ouverture-là pour pouvoir appréhender l'autre, en fait? En fait, justement, peut-être que j'ai ce privilège... Et je dois je veux juste m'arrêter sur ça. Il faut savoir que ça, c'est un privilège que la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée ont. Parce que, comme vous voyez, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, l'Algérie, Tunisie, le Maroc, ce sont des pays bilingues. Donc déjà, ils ont, après, la troisième langue vient en surplus en fonction de la communauté ou de la région, et même pour le Liban. Donc c'est quelque chose qui est très particulier, en fait, à ces pays, en fait, qui se situent sur la rive sud de la Méditerranée. À part la Libye, où, bon, c'est un peu à cause de Kadhafi, mais bon... Mais les autres pays ont ce bilinguisme, en fait. Oui, en fait, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que tous les Algériens ou tous les Tunisiens parlent 3 langues. C'est une chance que j'ai et que je ne veux pas perdre. En fait, je veux la fructifier pour justement parler de cette possibilité de dialogue entre plusieurs langues, entre plusieurs cultures. Vous savez, quand je parle en kabyle, en berbère, de façon... Donc
C'est une région en Algérie où on parle kabyle, on a une certaine culture. Elle charrie des idées, elle charrie des pensées, elle charrie une façon de vivre. Chaque culture est une façon de vivre. Mais ce qui nous unit le plus, c'est notre humanité. C'est ça que je connais, que je comprends. Parce que par la suite, j'ai appris à parler anglais, je parle un peu d'espagnol, même un peu de russe. Mais en fait, ça, c'est un petit peu mon histoire personnelle. Mais par contre, vous, Français, vous avez une... en fait, c'est une tendance historique. Vous êtes là, rien ne vous manque. Du moins, c'est ce c'est ce que vous avez appris. C'est-à-dire, vous avez tout. C'est vrai. C'est comme les Américains, par exemple, eux, pour aller visiter d'autres pays, il leur a fallu du temps parce qu'ils ont tout aux États-Unis. Ils ont un pays qui fait 10 millions de kilomètres carrés. Ils vont d'un endroit à un autre. Nous aussi, on a un grand pays, mais on a cette curiosité de l'autre. On a cette envie de connaître l'autre, de nous faire connaître aussi, de nous faire pardonner un peu parce qu'on a l'impression d'être coupable tout le temps pour on sait quelle raison. C'est vrai. Je vais vous donner une petite information. Par exemple, à Alger, pendant le 16e, 17e et 18e siècle, il y avait une langue très particulière qui s'appelait le franc. Le franc, c'est un mélange de maltais, d'albanais, d'arabe, de français, d'espagnol. C'est une particularité algéroise. Vous allez venir à Alger, vous allez trouver jusqu'à aujourd'hui un mélange, mais que moi, aujourd'hui, j'ai du mal à suivre. On parle un arabe, mais fait de mots français. Conjugué en arabe. C'est vrai. Et c'est pour ça que les autres pays arabes ne nous comprennent pas. Ils nous disent, mais vous parlez quelle langue? On leur dit, n'essayez pas de comprendre. Nous, on vous comprend, c'est déjà bien. Parce qu'on parle l'arabe classique et tout ça. Et ça, je me dis, mais en fait, c'est à moi de faire l'effort. Il faut savoir aussi que vous n'êtes pas coupable de ne pas être curieux. Par contre, vos médias et tout ne parlent pas assez de cette production. Nous avons une autrice qui est décédée, qui s'appelle Assia Djbar, qui était membre de l'Académie française et qui a écrit des livres magnifiques. Je ne suis pas sûre que vous, Français, vous la connaissiez. Il n'y a pas de librairie, peut-être, où on trouve ces auteurs. Il y a Yasmina Khadra, par exemple, que peut-être vous connaissez un peu plus. Mais on a tellement d'auteurs qui écrivent en français. Et il y a des auteurs qui écrivent en arabe, mais qui sont traduits, mais très peu. Donc, en fait, c'est ce mouvement-là que nous devons aujourd'hui, parce qu'on a des étapes historiques à dépasser aujourd'hui. Pour les dépasser, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se comprenne, mais il faut aussi peut-être qu'on se pardonne. Ça c'est un processus psychologique de résilience, comme dirait Boris Cyrulnik. Et enfin, voilà, c'est un peu comme ça, c'est la vie. La Méditerranée, c'est aussi une histoire de vie. Tout à fait. Des peuples. Nous sommes dans l'obligation de libérer la salle, mais si vous voulez continuer à poser vos questions aux intervenants, ils sont là, vous les verrez dehors. Et merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous. I have to do an intervention. Excusez-moi, il faut que j'ajoute quelque chose. Ne dites pas que c'est un privilège. Parce qu'il y a une histoire de colonisation derrière ce privilège en Algérie. Donc ce n'est pas un privilège finalement. En tant que personne, vous ne pouvez pas dire, en tant que personne française, vous ne pouvez pas parler de privilège. Merci beaucoup et on se retrouvera au prochain forum. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.